Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Foreigner Radio. Aujourd'hui, je suis accompagné de Paul Mathieu Caroni. Paul Mathieu que vous connaissez sous le nom du Doc. Paul Mathieu qui est également présent sur la chaîne de Aiki Share Fitness, notamment connu pour ses chroniques du Doc et chez moi, bien sûr, la série Que dit la science. J'ai invité aujourd'hui PM pour qu'il nous raconte un peu son parcours étant inspirant du fait qu'il est en 10e année de médecine et qu'il a toujours réussi à mêler musculation et études. Et je sais qu'un bon nombre d'entre vous vous demandent comment c'est possible et je voulais justement l'inviter aujourd'hui pour qu'il vous raconte son parcours et peut-être vous inspire et vous donne éventuellement la motivation d'organiser un peu mieux votre emploi du temps pour pouvoir mêler votre passion et votre activité professionnelle. Je tenais également à vous remercier pour tous ces retours positifs que j'ai eu vis-à-vis du premier épisode du podcast. J'avoue que j'avais énormément confiance en ce projet, mais je ne m'attendais pas à autant de retours positifs, autant d'amour après la publication de ce premier podcast. Donc une fois de plus, merci à tous. Continuez de liker et de partager le contenu, ça me donne vraiment envie de continuer et j'ai plein de profils que j'ai envie de vous faire découvrir via ce podcast, plein d'histoires à vous raconter. Donc n'oubliez pas, ce podcast est disponible sur SoundCloud comme sur YouTube. N'oubliez pas de lâcher des commentaires, des likes et de partager tout ce contenu pour que ce podcast puisse vivre à 100%. Donc sans plus tarder, on commence ce podcast avec Paul Mathieu. Bienvenue une fois de plus, merci de nous rejoindre et je laisse la parole à Paul. Donc Paul, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc bienvenue, je ne vais pas dire bienvenue puisque c'est moi qui suis invité. Donc bonjour, ça commence bien le podcast. Donc bonjour à tous, moi c'est Paul Mathieu. Effectivement, vous m'avez peut-être déjà vu sur la chaîne de Lucas, la chaîne donc Lucas Brief, exactement, ex-Stagis Fitness. Yep. Avec Lucas, donc on s'est rencontrés, il y en a pas mal qui ont posé la question, on s'est rencontrés à L-City où moi je m'entraînais et Lucas était coach là-bas. Et on a pas mal discuté et c'est comme ça qu'on s'est rapprochés. On a même fait des vidéos ensemble il y a 2-3 ans. Vous pouvez d'ailleurs retrouver sur la chaîne Share Fitness les premières vidéos. Et donc Lucas me propose de participer à ce podcast pour justement en apprendre un petit peu plus sur moi. C'était pas l'idée initiale, c'était de faire une espèce de FAQ, mais après tout, pourquoi pas, puisque c'est quand même une question qui revient régulièrement. Comment tu fais avec des grosses journées, avec un boulot qui est très prenant pour continuer à t'entraîner. Donc je vais essayer de vous parler un petit peu de moi. Ouais, on va commencer par le début, donc j'imagine que nos internautes veulent savoir depuis quand tu fais de la musculation. Quels ont été tes objectifs? Est-ce que tu t'es ramassé quelque part? Qu'est-ce qui t'a permis de continuer? Est-ce que toutes ces questions en fait, tout ce que le jeune musculeux voudrait savoir. Exactement. Donc ça va peut-être être un peu décousu, mais si on commence par le début, donc aujourd'hui j'ai 27 ans et j'ai commencé la musculation, ça doit faire 8 ans à peu près. J'ai commencé en 2000, ça dépend ce qu'on appelle commencer, puisque je pense qu'on a tous commencé un jour à faire 3 pompes dans sa chambre quand on a 14 ans. Ça, je vais pas compter ça comme de la musculation, puisque bien sûr un jour je me suis dit putain, il faudrait que j'ai des abdos pour la plage. Vas-y, j'ai un corps de lâche, comme on appelle ça actuellement. Parlons de salle alors, parlons de travail avec résistance fond, quoi. Travail à la salle, je me suis inscrit pour la première fois en 2009, donc dans la salle où je suis aujourd'hui, donc je la citerai pas pour pas faire de placement de produit, mais bon. Tu as commencé c'était Fitness First à la base, c'est ça? Exactement, ouais, Fitness First, donc on peut le citer puisque ça existe, je crois, plus en France. Fitness First. Et j'ai commencé à peu près comme tout le monde, c'est-à-dire souvent on commence pas parce qu'on est très musclé et parce qu'on veut se développer encore plus. Je pense que personne ne commence en se disant je vais devenir un bodybuilder énorme. En général, on commence en se disant le mec sur la couverture de Men's Health, il a 3 tablettes de chocolat, il a un peu de biceps, un peu de triceps. Ça me plaît. Exactement, ça me plaît et je vais ressembler à ça, donc je vais m'inscrire à la salle. Donc ça a commencé comme ça, je me suis inscrit en salle à ce moment-là. Et pour situer, j'étais en 2e année de médecine. Donc j'avais passé la première année qui est l'année du concours en médecine. L'année on dit la plus sélective puisque de mémoire c'était à l'époque 15% de réussite au concours. Donc une année très prenante, il faut beaucoup travailler. Mais même en première année de médecine, je faisais un peu de sport chez moi. C'est-à-dire je faisais un peu n'importe quoi quand j'y repense puisque j'avais une paire d'haltères de 4 kg. Et le soir, je faisais du curl. Et mon entraînement...
Ça va faire rire beaucoup, mais c'était que du curl. C'est-à-dire, je faisais des Le séries, bon, voilà, quoi. le bon. Je faisais des séries de 50 reps parce que 4 kilos, ça va vite, hein, donc des séries de 50 reps. Pendant 1 heure, je soulevais. Après, je faisais peut-être 3 pompes, mais comme j'étais pas très fort aux pompes, ça passait un peu à l'as. Et après, je finissais avec les abdos. Donc, autrement dit, j'avais développé des gros biceps. Le chest bra. Exactement, sans le chest. Le biceps bro. Donc j'avais développé des gros biceps et puis j'avais rien d'autre quoi. C'est-à-dire juste des biceps mais il n'y avait pas grand chose tout court puisque je faisais 1m90 et de mémoire je faisais 67 ou 66 kilos, même pas avec des abdos, c'est-à-dire le skinny fat. Le skinny fat, on a tous commencé comme ça. Exactement. Et donc le chemin a été long. Donc je me suis inscrit en salle dans cette optique, je me suis dit bon j'ai assez déconné. Je vais essayer quand même de me muscler un petit peu parce que tout le monde dit que la salle de sport c'est bien, avec pour objectif de ressembler à, on va dire, ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui même pas de men's physique puisque ça me paraissait tellement inatteignable. Je m'étais dit, enfin pour moi c'était déjà énorme quoi, mais je m'étais dit voilà, plutôt catégorie modèle ou comme on peut voir voilà, sur les magazines grand public genre men's fitness quoi. Et je pense que beaucoup commencent comme ça puisque... Donc je me suis inscrit à ce moment-là et j'ai commencé à m'entraîner. J'avais pu lire vite fait sur internet, hein, des sites qui existent toujours, d'ailleurs super physique, donc il faut quand même leur rendre. C'est une mine d'informations. Il y avait à l'époque, je crois que c'était Musculaction aussi, le site parce qu'à l'époque il n'y avait pas beaucoup de sites finalement. Maintenant c'est très populaire la muscu, mais à l'époque c'était un sport beaucoup plus. Oui, là on parle de 2009, donc effectivement en 2009, c'était pas la mode, hein, Ouais. c'était d'ailleurs un peu plus... pas mal d'entre nous, en tout cas les anciens, parlent même de rejeter de la société. Quand tu faisais de la musculation, tu étais vachement jugé, bien plus qu'aujourd'hui. Hein, bien plus qu'aujourd'hui, donc c'est vrai Et que... ça, on va en parler juste après dans les péripéties. Génial. Les péripéties, mais effectivement, oui, c'était un sport un petit peu plus fermé qu'aujourd'hui, puisque maintenant ça a été vraiment popularisé. Merci aux youtubeurs, notamment Thibaut Inchep. Je pense qu'il a quand même fait un super travail d'acceptation de la muscu. Hein. Ouais, également, je pense que les réseaux sociaux, notamment Instagram, parce que Instagram c'est très simple de publier, très rapide. C'est vrai que YouTube demande un peu plus de travail. Donc je pense qu'il y avait déjà beaucoup de pratiquants. De toute façon, on le voyait bien dans les salles. Hein. Les salles étaient tout aussi blindées que maintenant. Ça change pas grand-chose. C'est juste que maintenant, les pratiquants, c'est vrai que souvent quand tu pratiques, t'es un peu seul. Et via les réseaux sociaux, tu peux partager avec d'autres passionnés. Donc je pense que ces pratiquants qui étaient déjà en salle en 2009, aujourd'hui, sont sur les réseaux sociaux, ont envie d'échanger, ont envie de transmettre leur savoir et leur expérience, et je pense que ça fait pas mal de monde. Tout à fait. Peut-être au droit. Oui. On rappelle à Lucas À savoir des chaises. À savoir que j'ai oublié de le dire, mais ce podcast, donc si vous êtes sur YouTube, que vous nous regardez, il est également visionnable ou écoutable ou téléchargeable sur SoundCloud. J'aurai bien sûr le lien en bas dans la description de la vidéo si vous êtes sur YouTube. Donc vous nous voyez parler devant un micro sur YouTube, mais c'est vrai qu'à la base un podcast c'est audio. Hein. Et donc effectivement on peut un peu oublier la caméra et se tenir un peu très très mal comme moi actuellement. Donc une fois de plus ce podcast est sur SoundCloud, donc je vous invite également si vous êtes dehors, si vous voulez pas ruiner votre 4G, 3G ou autre, à lancer SoundCloud qui pompe vachement moins que YouTube. On continue. Et je vais juste rebondir, tu dis les salles étaient tout aussi pleines que maintenant. Il y avait pas mal de monde effectivement, mais je pense qu'il y avait quand même moins de monde puisqu'il y avait moins de salles. Il y avait moins de salles. Alors effectivement, dans chaque salle, il y a la même nombre de personnes. Mais sauf que maintenant, on a quand même vu émerger beaucoup de chaînes low cost, beaucoup de salles. Et j'ai pas fait d'études de marché, mais je dirais qu'il y a facilement 2 fois plus de salles aujourd'hui, si c'est 3 fois. Donc le nombre de personnes qui pratiquent la muscu, le fitness a forcément augmenté et donc il y a beaucoup plus de gens qui en font. Je sais plus où j'en étais. Donc tu parlais d'internet, donc tu parlais de tes débuts, parce que ça nous intéresse de savoir comment tu as réussi à passer le premier palier qui est du chest bra dans sa chambre à un entraînement un peu plus structuré et un peu comprendre t'intéresser à la théorie pour mettre cette théorie en pratique et l'adapter un peu à ton parcours, etc. Là on va y venir j'imagine. Donc tu as commencé sur
Tu as commencé sur Superphysique, notamment musculation aussi. Musculation et pas mal de choses américaines, bodybuilding.com aussi, hein, comme beaucoup, puisque je parlais déjà anglais. Et donc oui, mais c'est vrai qu'au début tu lis un petit peu, mais t'as l'impression que, enfin je sais pas, moi personnellement j'avais l'impression que ça me concernait pas, puisque je m'étais dit je suis pas un bodybuilder, j'ai pas besoin de faire, enfin un peu têtu quoi, et c'est vrai que je faisais un peu à ma sauce. Donc j'avais transposé mon entraînement un peu bro fait maison, version salle, un peu de développé couché, un peu de squat, puisque ça quand même j'avais toujours fait les cuisses dès le début, je m'étais dit je vais pas ressembler à un mec qui est juste en haut. Et donc voilà, commencer comme ça, et au début bah, j'ai pas eu beaucoup de résultats, enfin passer la période où tu prends 2-3 kilos, où tu dis je commence à être fort et tout. Mais du coup voilà, pas beaucoup de résultats, et donc je me suis dit bah je progresse pas trop, il va falloir quand même que je me renseigne un peu plus sérieusement. Et c'est là où je me suis beaucoup plus intéressé, notamment sur bodybuilding.com, où il te parlait de nutrition. Et donc la première étape, tu te dis bah je m'entraîne, ça va venir, sauf que bah, si tu réfléchis pas qu'il faut manger pour construire, ce qui paraît logique. Et encore une fois, je rappelle, j'étais en 2e année de médecine, c'est-à-dire que j'étais théoriquement avec déjà quelques connaissances, mais il y a plein de choses qui paraissent logiques, mais qui finalement ne sont pas, sont pas intuitives. Sont pas intuitives, parce que bon, la loi des calories et tout ça, t'as beau être en médecine, je savais toujours pas non plus comment un muscle fonctionnait. C'est rigolo de dire ça, mais ça veut pas tout dire d'être en médecine, effectivement. Exactement. Et d'ailleurs, on le voit en nutrition, hein, le nombre de médecins qui ont aucune idée que pour perdre du poids, il faut manger moins de calories, alors que c'est la base. Après, certes, on fait pas beaucoup de nutrition, mais c'est une base, quoi. C'est une base, mais il faut s'intéresser à la chose pour la comprendre, et ça, c'est comme tout. Donc, j'ai commencé à lire la nutrition et à me dire, bah, en fait, il faut manger plus. Et notamment, on parlait à l'époque de bulk, la phase de prise de masse. On me disait, ouais, faut que tu bouffes. La dream bulk. Exactement, dream bulk. Pour ceux qui connaissent, où tu prends 30 kilos. Ah ouais. Et on me disait, bah, c'est 1 kilo par mois qu'il faut prendre. Et donc, j'ai commencé à manger. Je me faisais des quantités astronomiques de bouffe. Parce qu'en plus, j'ai toujours eu un métabolisme assez rapide, comme en témoignait mon poids, voilà. Je sais pas comment je bouffais, mais en tout cas, ça faisait vraiment beaucoup. Donne-nous un exemple de ta plâtrée, de ton assiette, par exemple, le midi, je pense que pour que les gens puissent... Ouais, genre les quantités, je sais pas, je fais genre 150 grammes de riz cru, bien sûr. Cru, facilement. Ensuite, je mange un peu de pain, des bananes. Enfin, en gros, aujourd'hui, je tourne en maintenance à peu près à 3500 calories, ce qui est pas mal. Pour maintenir, tu fais combien? Je fais 80, aujourd'hui je fais 84 kilos, 85. Donc voilà, c'est pas énorme, mais ça... Mais vu que tu es souvent debout toute la journée, je pense que... Physique non, mais effectivement, tu es debout, actif, ça compte. Ça compte, c'est pas le boulot. C'est pas sédentaire, clairement pas. Et bon, pour donner un exemple, à l'époque, je mangeais que des plats cuisinés. C'est-à-dire, j'étais arrivé à Paris, j'étais tout seul, début de la vie, puisqu'il faut rappeler, à l'époque, j'avais, je sais pas, 19 ans, et pas que je savais pas faire cuire à manger, je savais me faire cuire un steak et tout, mais la facilité, c'était de bouffer des plats cuisinés. Donc j'achetais des plats cuisinés Fleury Michon, et comme un plat cuisiné, c'est genre 600 calories, il fallait que j'en mange 3-4. Et donc, vas-y, que je me faisais des 3-4 plats cuisinés, je bouffais comme un gros porc, les bols de céréales, je mangeais comme un gros cochon. Effectivement, j'ai grossi. À la fin de la première année de muscu, j'étais passé donc de 67-68 kilos j'avais fait 83 ou 84 kilos. Donc, en une année. En une année. Et j'ai les photos quelque part, mais j'arrive plus à mettre la main dessus. Mais voilà. Et à l'époque, je m'étais dit, putain, j'ai bien pris, je suis musclé, mais en fait. Quand j'y repense, c'était que du gras. Quoi. C'était que du gras, j'étais pas obèse. Mais the sky is the limit. Exactement. Mais c'était aucun abdos, j'avais l'impression d'avoir des abdos. Je me dis non, mais quand même, c'est avec une bonne lumière et tout. Tu dis toujours j'ai des abdos. Tu vas parler du sel aussi. Le sel aussi. Le sel, parce que les plats cuisinés, il faut savoir, c'est ultra salé. C'est genre 1 ou 2 grammes de sel par boîte. Ouais. Et j'en mangeais 3 ou 4 par repas, c'est ça qu'il faut comprendre, qu'en plus je salais, parce que j'ai toujours aimé le sel, et que le sel, on s'habitue vraiment au goût du sel, et progressivement on sale de plus en plus, et si on fait pas gaffe, on peut vraiment beaucoup saler. Et ça c'est une de mes anecdotes aussi, et on peut beaucoup saler. À midi c'était pareil, le soir c'était pareil, et pour peu que tu manges aussi d'autres trucs qui sont un peu salés, genre vas-y, la tranche de bacon, déjà 1 gramme de sel, ça va très très vite. Et un jour en cours de médecine, il y avait un des profs de gastro qui nous avait dit le sel,
c'est un facteur de risque du cancer du côlon de manger trop salé. Et la nuit, j'avais rêvé que je chopais un cancer du côlon. Et en fait, je me mets vraiment le cauchemar, quoi. Je me mets en sueur et tout, je me dis putain, genre. Bien. Et parce qu'en fait, sur la journée, ça faisait 25 à 30 grammes de sel, ce qui est énorme, c'est une quantité énorme de sel. Ouais, sachant que la Rocco, la moyenne, c'est 6 grammes. Enfin, ce qu'on recommande, c'est une alimentation normale, c'est 6 grammes de sel, 6 à 8 grammes par jour. Sédentaire ou actif parce que non, tout le monde. Moyenne, on va dire. La moyenne, c'est la moyenne. En sachant que 6 grammes, on y arrive très vite, puisqu'il y a plein d'aliments courants. Super salé. Super salés. Tout ce qui est plat cuisiné, puisque le sel, ça conserve. Tout ce qui va être jambon, bacon. Qu'est-ce qu'on peut citer d'autre? Tout ce qui est. Enfin, souvent dans les conserves aussi, ils mettent du sel. Le pain, c'est 1 gramme de sel au 100 grammes, et 100 grammes, la baguette, elle fait 300 grammes. Donc déjà, vous faites une baguette, vous êtes à 3 grammes. Le fromage, 100 grammes de fromage, c'est genre entre 1 et 2 grammes. Enfin, ça va très vite. Ça va très vite. Surtout quand tu manges 3500 à 4000 calories. Si tu manges 2000, bon, ok, mais si tu manges le double, bah forcément ton apport en sel, il va doubler aussi. Et donc, il faut vraiment faire attention à sa consommation de sel. Surtout si on mange beaucoup, et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut éviter les plats, enfin les aliments industriels, puisque c'est eux surtout qui vont te bourrer de sel. Si tu prends ta plâtrée de riz, le sel c'est uniquement toi qui le rajoutes. Et là ça va faire rire pas mal de gens. Donc j'ai arrêté, enfin d'un coup, c'est-à-dire moi je fais en général pas les choses à moitié. Je suis passé de genre 8 plats cuisinés par jour à 0. Et je m'étais dit, je vais bouffer normal, c'est-à-dire je vais me faire des repas et je vais commencer à... Et puis pendant 2 jours, j'ai pas arrêté de pisser. Pisser. Mais au début, je comprenais pas pourquoi, j'avais pas fait le lien avec la rétention d'eau. Mais j'ai pissé, enfin vraiment, c'est-à-dire toutes les 2 heures, j'allais pisser, mais c'était genre des vessies pleines, et pendant 2 jours, ça a duré. Et à la fin, j'étais passé de 83 ou 84 kilos à 80. Et 3 kilos vraiment, donc il y avait peut-être un peu la fluctuation, mais il y avait peut-être 2 litres de rétention d'eau. Et là, t'étais chaud réglé, quoi. Et à ce moment-là, non mais je me suis réveillé le matin, le 3e jour, j'ai mis la lumière, j'étais dans ma salle de bain, et je fais putain, en fait, j'ai des abdos. J'avais pas d'abdos quand même, mais juste une boule de flotte. Mais j'étais juste une boule de flotte. J'étais juste une boule de flotte. Et là, en fait, je me suis dit, en fait, parce que si tu perds 2 kilos en 2 jours, enfin, d'un coup, tu te regardes et tu dis, je suis pas le même homme, quoi. Je suis pas le même homme. Et donc, c'est à ce moment-là en fait que j'ai compris que le sel, alors tout le monde ne fera pas forcément de la rétention d'eau avec du sel, mais certains le tolèrent plus ou moins bien que d'autres. Et accessoirement aussi, ça a fait chuter ma tension. J'avais tendance à avoir 14 de tension, voire même un peu plus, et je comprenais pas parce que tu sais, à l'hôpital, tu t'amuses au début et t'es là avec tes potes avec ça, on se prend la tension et tout. Et je me dis putain, j'ai 145, donc ce qui est au-dessus de la norme. Et en fait, après avoir pissé tout ce sel, j'avais repris et j'étais revenu à 125. Donc en fait, j'étais tellement plein de flotte. Et ça, il faut faire attention parce que personne te le dit. Et en fait, sur Internet, tu es livré à toi-même. Tu peux prendre des informations partielles, les adapter en te disant c'est bien, et sauf qu'en fait, tu les adaptes mal et en fait, tu as des effets secondaires. Je pense qu'on peut en parler. Enfin, c'en était un effet secondaire de la consommation de sel abusive. Ouais, c'est un peu le piège dans la nutrition, notamment sur Internet. Soit tu décides de jouer, pas l'ignorant, mais de prendre un truc tout fait sur Internet avec que des trucs que tu as chopé dans ton jardin, etc. Ce qui peut être très bien. Soit à l'inverse, tu décides de faire l'ignorant, mais dans l'autre sens, tu dis YOLO et tu manges effectivement que des plats préparés dans tous les sens. Et là, c'est l'inverse. C'est l'inverse qui se passe. Donc c'est vrai que quand on chope une information ou quelque chose qui est préfet, chercher comment cette chose déjà faite a été montée et tout ce qu'il y a derrière, effectivement. Donc, exactement. C'est jamais fini sur Internet ou c'est jamais fini dans les bouquins. Il y a toujours à apprendre et pour perfectionner en tout cas ce qu'on fait. Et là c'est un bon exemple. Et là c'est un bon exemple. Donc on en reviendra dans une vidéo qu'on n'a toujours pas faite, la rétention généralisée cette fois-ci. Mais vraiment avec anecdote. Avec l'anecdote. L'anecdote vous l'avez déjà en avant-première. Et du coup là on en arrive à 80 kilos et ça fait quoi? Ça faisait du coup un an et demi, même pas. Donc, ça devait faire un an, même pas, ça devait faire en fait 9 mois. Ouais, mais en fait il y avait beaucoup de gras, c'est-à-dire, tu t'en rends pas compte parce que effectivement quand tu démarres de zéro avec 0 muscle, tout de suite tu vas avoir une structure, tu vas développer un peu des épaules, tu vas développer un peu des pecs, les cuisses, et même si tu prends du gras en fait tu t'en rends pas compte parce que globalement tu parais plus impressionnant, les gens te disent tu t'es musclé, ta mère elle te reconnaît plus, elle te dit fiston, je t'ai pas vu depuis 3 mois, t'es devenu
t'es devenu ultra musclé, genre elle s'inquiétait en me disant mais qu'est-ce qu'il est en train de devenir, c'est en train de devenir, Prends des protéines. c'est en train de devenir un monstre. Alors non, j'en prenais pas à l'époque parce que ma mère voulait pas. Et j'étais encore plein de préjugés en me disant les protéines, c'est pas du dopage, mais on n'est pas loin quoi. On n'est pas loin, genre les mecs qui font plein de trucs chimiques et tout. Donc à l'époque c'était du bio, du naturel, enfin bio, sans parler de cuisiner. Ouais. Mais en tout cas, Il peut y avoir marqué bio sur le plat cuisiné, j'imagine. Et niveau entraînement, parce que bon, la nutrition c'est une grosse partie, mais du coup t'essayais de progresser à chaque séance, ou alors tu faisais toujours un peu la même routine que t'aimais bien faire. Qu'est-ce que tu faisais en particulier en fait? Je sais plus. Toujours pour resituer, on est toujours sur les premières années, 1 à 2. Ouais, premières années. Et un jour, il y a un... Donc, je faisais un split classique parce que au début, tu suis un programme et tout. Et un jour, tu te dis... non, enfin, c'est même pas ça. C'est un jour, il y a quelqu'un qui m'a offert un magazine de muscu. Genre, je crois que c'était Le Monde du Muscle. Il m'avait offert genre un Monde du Muscle et un Flex. Et là, ça m'a vraiment fait découvrir qu'en fait, il y avait des bodybuilders. Et donc, j'avais commencé à suivre les programmes des pros. Genre, si tu lis Flex, tu lis le programme de Ronnie Coleman. Il faudrait que je retrouve toujours les magazines. Hein. On dit Ronnie Coleman, attention, il entraîne ses biceps 2 fois par semaine. Une semaine, il fait l'épaisseur du biceps. Et, enfin, une session, il fait l'épaisseur du biceps et l'autre, il fait le renflement. Enfin, ça me fait trop marrer parce qu'ils utilisent toujours des termes. Génétique, bro. Et donc, je m'étais dit, putain, si Ronnie Coleman le fait, mais moi, je vais le faire aussi parce que. T'as une fixette sur les biceps en fait toute ta vie. Les biceps. Et aujourd'hui, c'est quoi ton point faible, juste pour savoir? C'est pas les biceps en tout cas. Bon, je les entraîne plus. Et ouais, je sais plus exactement la chronologie, mais en gros, à ce moment-là, je me suis mis à faire un split. Entraînement des pros, quoi. Entraînement des pros, ouais. Je m'étais dit, si le pro il fait. Et à l'époque, j'étais en troisième année. C'est un peu vieux tout ça, ça remonte, mais à peu près c'était deuxième, troisième année. En médecine, la deuxième et la troisième année, c'est des années où t'es cool. C'est-à-dire t'as pas beaucoup de... T'as du travail pour quelqu'un de normal, ça paraîtrait beaucoup quand même. Mais par rapport à ce que t'as fait avant, un concours où tu bossais toute la journée, c'est plus grand-chose. Donc t'es un peu tranquille, en plus t'as des cours mais ils sont pas obligatoires, t'es pas obligé d'y aller. En gros, tu bosses pour l'examen, c'est-à-dire un mois avant, voire... Parce qu'il faut quand même bosser, t'as quand même beaucoup de choses à apprendre. Et donc j'avais le temps de m'entraîner, j'allais le matin tranquille, séance de 2h, 2h30, rien à foutre quoi. C'était vas-y, je pousse, ensuite je fais les abdos, ensuite je fais les rotations parce que Arnold il prend un bâton et il a fait sa taille. J'avais trop de temps et j'ai fait beaucoup de choses qui n'ont pas forcément porté leurs fruits quand je vois que j'aurais vraiment pu m'entraîner mieux que ça. Mais j'avais des résultats et tout. Et c'est vrai qu'à la fac, les gens ils comprenaient pas trop, tu vois, genre j'étais un peu un paria parce que il faut savoir que quand même, quand on avait commencé à m'offrir ces magazines 2-3 fois et que je lisais sur internet en parallèle et les gens ils disent faut manger 6 fois par jour, ça on peut en parler aussi, faut manger 6 fois par jour et moi je suis quelqu'un d'extrémiste, c'est-à-dire que le jour où il a fallu bosser pour le concours, j'ai bossé comme un taré. Le jour où on m'a dit il faut bouffer 6 fois par jour, toutes les 3 heures, c'était même plus que 6 fois par jour, c'était toutes les 3 heures. Si t'arrêtes de manger à 3 heures, tu catabolises. Le problème c'est que quand tu rentres et que t'as un mec qui est ultra stock et qui te dit ça et que tu recoupes toutes les interviews et que tout le monde te dit ça, tu te dis c'est une vérité. Et tu te dis si moi je fais pas ça, je vais pas progresser comme il faudrait. Et donc je bouffais toutes les 3 heures. Et c'est là, le feu métabolique. Le feu métabolique, ça relance ton métabolisme, tu construis plus de muscles. Et j'en rigole aujourd'hui, mais à l'époque c'était pas marrant parce que je pense vraiment que c'était rentré dans le trouble alimentaire. Je mangeais toutes les 3 heures, c'est-à-dire que j'avais mes Tupperware, je les amenais à la fac, je les amenais en soirée, je les amenais. À 3 heures, fallait que je mange quoi. J'étais en train de bosser à la bibli, j'allais manger mon Tupperware avec. Ça a pris bien trop de place au final. Et je mangeais rien qui était pas dans mes Tupperware. Parce que, attention, on te dit, attention, la junk food, attention, ça va te faire du gras, faut pas manger d'aliments transformés, tu donnes cette information à quelqu'un qui a envie d'y croire, il y a quelqu'un qui a un trouble, pas un trouble, mais une personnalité un peu obsessionnelle. C'était une page blanche, donc c'était simple de faire des choses. En plus. Et donc, là, j'étais devenu, je vais pas dire asocial parce que je sortais quand même, mais j'étais devenu un peu le paria, quoi. Les gens, ça les faisait beaucoup rire que j'avais, parce qu'en plus, je mangeais. Ouais, j'ai fait autre chose. Je suis plein d'anecdotes. Un repas qui me paraissait pas mal, c'était du riz, du thon, parce que je m'étais dit, voilà, le riz, c'est des bons glucides, nickel. Du thon, c'est des bonnes protéines. De l'huile d'olive, c'est des bonnes graisses. Et puis, donc, je m'étais fait mon repas type. Et je mangeais ça tout le temps. C'est-à-dire, je mangeais ça 6 fois par jour. Alors j'exagère parce que, en fait, de temps en temps, je me faisais aussi un peu de fromage blanc avec des céréales.
mais minimum 4 fois par jour, 4 à 5 fois, je bouffais mon thon. D'ailleurs, à la fac, on m'appelait riz au thon. Parce que j'étais le mec au Tupperware qui venait bouffer son riz au thon parce qu'il faut trouver une place pour manger. Ouais. Tu peux pas manger dans la bibli, donc j'allais dans les bureaux des associations, j'allais genre dans la cour. Ça marche, mais le problème c'est qu'en hiver il fait froid, surtout à Paris, donc t'as pas envie de sortir, surtout 3 fois. Hein, bon. Donc je squattais un peu où je pouvais. Et donc on m'appelait riz au thon, et ça faisait rire les gens, c'était pas méchant, mais c'est vrai que c'est pour dire, en y repensant, c'est un peu bizarre quoi. Un peu bizarre. Et même en soirée, genre j'étais le genre de mec, t'avais un repas, je sortais ma gamelle de thon. En vrai, je sais pas si ça m'a fait progresser plus vite, mais surtout ça m'a rendu bizarre quoi. Ça m'avait rendu bizarre. Je sais pas si tu as des anecdotes. Si, bien sûr. Je pense qu'on fera peut-être un sujet un jour sur moi également, parce que là, on parle du doc et on rigole tous les deux et on se fout de sa gueule, mais je suis exactement pareil, hein, parce que on a commencé plus ou moins en même temps, donc on a eu les mêmes informations à cette époque. Ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui encore, on entend ce genre de choses, hein, des gens qui s'enferment complètement dans leur nutrition en pensant être optimal, qui est apparemment pas forcément le cas en plus, hein, de toute façon, vis-à-vis des recherches, mais c'est vrai qu'on est tous passés par là, et je vous raconterai un jour moi aussi mes ratés en tout cas, et clairement des façons de faire qui m'ont socialement en tout cas pas mal exclu, renfermé et tout. Mais bon, c'est un autre sujet. Non, mais c'est vrai que les gens qui font de la muscu, il y a quand même souvent une personnalité un peu obsessionnelle. Hein. Je pense qu'on ne devient pas bodybuilder si on n'a pas une personnalité un peu obsessionnelle, puisque c'est une répétition de choses. C'est quand même, même quoi qu'on en dise, il faut quand même calculer ça un petit peu, il faut intégrer son entraînement, sa nutrition, enfin c'est tout un tas de choses à réfléchir. Et c'est quand même la quête de la perfection, du détail. Je parle pas forcément du powerlifting ou d'autres sports, mais le bodybuilding, c'est toujours se focaliser sur des détails. Ça demande beaucoup de volonté, et je pense que si tu n'as pas cette volonté, tu n'atteindras rien dans le sport. Et donc tu as plein de gens qui arrivent à la salle, mais ceux qui restent et ceux qui persistent, il faut, je pense, un espèce de trouble, enfin pas trouble, mais je veux dire une personnalité particulière à qui ça correspond. Ouais, c'est vrai. Hein. Sinon, moi, je remarque souvent une similitude entre les bodybuilders et les anciens gamers. Alors, je sais pas, c'est un autre, c'est un autre sujet, mais c'est vrai que ce serait intéressant de creuser un peu tout ça. Moi, j'en ai été un. Ouais, bien sûr, mais moi aussi j'ai été un gamer. On était tous des gamers avant de commencer la musculation. Warcraft, bonjour. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, c'est le sujet d'un prochain podcast avec un futur invité, donc restez dans le coin, ça va être super sympa. Enfin, et donc oui, c'est vrai que on parle du bodybuilding ici, et il ne faut pas confondre le bodybuilding et la musculation traditionnelle, ou encore moins le bodybuilding et la force athlétique, on n'arrête pas d'en parler. Hein. Et ce sont des approches différentes, et le bodybuilding demande beaucoup, mais la force athlétique demande encore beaucoup plus, parce que l'avantage du bodybuilding, c'est que nerveusement, c'est assez simple à gérer, pendant que la recherche de performance en charge, c'est tout autre chose. Donc, je sais pas justement, et on va y venir maintenant, est-ce que un jour dans ta carrière de lifter, tu as été intéressé par devenir vraiment plus fort, genre vraiment fort en fait? Vraiment fort, non, parce que rapidement j'ai été réaliste. Au bout d'un an, j'ai pas beaucoup de force. Quand tu pars d'extrêmement maigre, des articulations toutes fines, genre 1m90, 16 cm de poignet, c'est vraiment. Parce que dans la blague, ils disent j'ai un petit poignet, il fait 16 cm, mais ils font 1m75. C'est vraiment fin quoi. Et non, rapidement j'ai compris que c'était pas pour moi, et j'ai été réaliste, et en me disant, même bodybuilder, au début, je pensais le devenir. Hein, parce que tu réalises pas tout ce qu'il y a derrière, et tu te rends pas compte, et le devenir, je m'étais pas dit que je serais olympien, mais je m'étais dit je vais devenir massif quoi. Et rapidement tu te regardes dans la glace, tu réalises que tu peux, il y a quelque chose qui est, il y a une différence, on appelle ça la dissonance, ou je sais plus quoi, en gros ton idéal et ce que tu es, c'est quand même trop décalé. Donc soit tu te dédoubles dans ta personnalité. C'est vite arrivé chez toi en tout cas. C'est vite arrivé chez moi. Parce que PM, c'est, on parle beaucoup de génétique, notamment sur ma chaîne depuis maintenant quelques années, parce que c'est intéressant de comprendre pourquoi on ne progresse pas aussi vite ou différemment que le voisin. Et PM, c'est la structure long partout. Donc on a des structures. Même en bas. Ah oui, j'ai pas voulu le dire, c'était sûr. Hein. Allez, c'était trop gros. La perche, comme on dit, c'est pas de dire.
Et donc PM, c'est le mec qui a les segments les plus longs du monde. Donc généralement, on a soit des petits bras, des longues jambes ou autre. PM, il a le corps en plus d'un athlète, donc il serait plus fort au tennis, comme moi par exemple, en musculation. Donc sa structure n'est absolument pas faite pour la performance. Donc il s'est trouvé faible parce qu'il a commencé à se comparer avec des vidéos sur internet, etc., d'autres bodybuilders ou des plus petits, mais en fait, relativement, il peut être aussi fort que ces personnes, c'est juste que, vu qu'il a plus d'amplitude, hein, on a souvent abordé le sujet, ses performances, donc la charge affichée sur la barre, était beaucoup plus faible, donc c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre aussi, et que j'ai essayé de forcer, mais après, une fois de plus, m'être intéressé à l'anatomie, la morphologie, les leviers, on peut comprendre que... Et même le nerveux, hein, je pense qu'il y a des gens qui ont un bon nerveux explosif. Probablement, ouais, ça peut jouer aussi sur un passé sportif, le nerveux, probablement, si tu as toujours fait des sports de force, ou alors même la gymnastique, ça c'est plus sur le gainage, donc c'est plus physiologique, mais c'est vrai que un passé sportif dans les sports de force, donc sport de force, il y en a beaucoup, hein. Ça peut aider aussi pour la suite, mais c'est vrai que maintenant je connais bien PM et clairement je peux dire qu'il est pas né pour devenir Monsieur Olympia ou encore moins le mec le plus fort du monde, parce que sa structure, une fois de plus, avant même le nerveux, n'est absolument pas adaptée à notre passion. C'est un peu con, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Donc du coup, t'as jamais fait vraiment de cycle de force, tu t'es jamais vraiment fermé là-dedans. Si, j'ai fait un peu de force, voilà. Pour, mais récréationnellement parlant, on va dire. Je me suis jamais dit je vais devenir powerlifter. Rapidement, je me suis dit non, parce que quand tu vois que tu progresses, même si bien sûr tu prends de la force quand tu fais un cycle de force, quand tu vois la différence entre certaines personnes qui démarrent et toi, tu réalises vite que t'as pas d'avenir. Et si t'as pas d'avenir, est-ce qu'il faut continuer? Alors après, l'aspect esthétique, ça m'a toujours un petit peu, pas préoccupé, mais intéressé, parce qu'en plus, quand c'est le cas de beaucoup de gens, à la muscu, souvent, soit tu démarres, t'es gros, tu veux maigrir, et soit tu démarres, t'es très maigre et tu veux te muscler, et voilà. T'as rarement des mecs qui sont t'en as, hein, mais t'as rarement des gens qui sont extrêmement déjà bien foutus et tout, qui se mettent à la muscu parce que t'as pas d'intérêt à le faire. Souvent ça part d'un complexe, ça part de dire je veux me transformer, je veux changer, sinon tu commences pas. Sinon tu fais, j'ai envie de dire, un vrai sport, que ce soit de la force athlétique pour devenir fort, soit de la muscu ou pas de la muscu, mais genre un vrai sport, genre du rugby, si t'es déjà carré, tu fais du rugby, qui est quand même un peu plus intéressant, parce que pas que le sport soit pas intéressant, mais au début c'est pas un sport très accrocheur. Personne se dit je vais aller pousser des poids toute ma vie, et c'est un sport un peu particulier. On apprend à l'aimer, mais je pense qu'au début on l'aime pas. Je pense que c'est pour ça qu'on est tous des girouettes dans la pratique. Girouette, je veux dire qu'on change un peu d'objectif chaque mois, parce que c'est vrai que notamment le bodybuilding, c'est un sport de vieux, il faut faire toujours la même chose, c'est répétitif, et ce qui fait que ça marche, c'est que tu répètes les choses encore et encore et encore et encore. Alors que c'est vrai que la force athlétique ou le weightlifting, la haltérophilie, c'est des skills, donc c'est une technique à améliorer, il y a tout un format derrière, donc c'est beaucoup plus ludique. En tout cas sur le long terme, il faut répéter aussi énormément. Faut répéter, mais c'est vrai que voir par exemple une progression en charge, ça peut être très motivant. Donc après on voit que c'est pas forcément optimal pour prendre du muscle, c'est pour ça qu'il faut à un moment dans sa carrière de lifter faire un choix. Hein. Soit devenir très fort, soit essayer de devenir le plus musclé possible. Mais l'entre-deux marche jusqu'à un certain point, on l'a bien vu. Mais c'est vrai que du coup, c'est rare les personnes qui font du bodybuilding et qui ne s'essaient jamais au cycle de force, ou encore on voit bien des mecs qui partent sur du crossfit de temps en temps et puis après ils reviennent. On est des girouettes parce que justement c'est vrai que la discipline de la musculation, ça peut être répétitif au point que genre... ça peut être saoulant, quoi. Ça peut être saoulant, c'est pour ça, je pense que c'est vraiment ça pour moi le côté obsessionnel, et le côté routine, c'est que tu peux pas tenir à te dire je vais faire 10 ans de développer couché une fois par semaine ou 2 fois par semaine, il y a un truc qui est un peu bizarre, donc c'est plus une routine qui s'installe que vraiment quelque chose de pas d'intéressant, puisque maintenant je suis très content d'aller à la salle, ça m'intéresse, t'as des potes et tout, faut reconnaître que je me mets à la place de quelqu'un d'extérieur, c'est un peu bizarre. Et les gens te disent toujours, ouais, t'es courageux, t'es motivé, comme si en gros tu te forces, quoi. C'est ce qui ressort un peu.
Alors que bah non, c'est rentré dans la. tu Ouais, fais ça. je vais à la salle comme je me brosse les dents, comme je prends ma douche, enfin des trucs que tu fais tous les jours. Et comme je vais travailler, pour moi ça me paraît normal de le faire. Et même maintenant, je me dis si je le fais pas, je me dis j'ai raté quelque chose dans ma journée. Dans ta journée. Enfin, c'est Et c'est bizarre. ça, à quel moment ça peut être intéressant parce que c'est vrai que tu as du coup bon médecine, ça prend du temps, Ouais. c'est beaucoup de boulot, c'est long et toi tu as une passion qui prend énormément de place à côté et en plus Ouais. tu as commencé comme on disait avec une page blanche comme tous les débutants et c'était une période où c'était un peu tout ou rien à cette époque, il n'y avait pas cette flexibilité maintenant qu'on a compris. Ouais. Donc que en fait que tu t'entraînes 3 ou 6 fois par semaine, ce qui compte c'est le long terme, faut voir la big picture et que dans 10 ans il faudrait que tu sois encore à la salle en fait. Et est-ce que du coup pendant ces, je sais plus en combien d'années tu es là, Ben, on compte plus en année, je suis en 4e année d'internat, je suis à la 10e année. ok 10, ouais. Wow. Et nous on s'était arrêté à 3 dans ton histoire tout à l'heure, est-ce que un Ça jour, va être long. ouais, est-ce que un jour Encore. la musculation, donc le bodybuilding, a pris un peu trop de place vis-à-vis de Ouais, tes ouais, études et quel a été le wake-up call et comment tu t'en es sorti un peu. Intéressant. Intéressant. Donc ouais, 2e, 3e année, et puis ensuite donc arrivé donc l'externat. Donc au début c'était des années uniquement théoriques. T'es à la fac de 2e, 3e année, t'as des partiels, c'est vraiment voilà. Arrivé en 4e année, donc je sais plus comment ça s'appelle, D2, DCM2 maintenant, je sais pas, ça a changé de nom, on s'en fout. Tu démarres externe. Externe, c'est-à-dire que tu es en stage hospitalier. Tous les matins, tu es en stage à l'hôpital. Tu as un travail d'externe qui n'est, on va dire, pour ceux qui ne connaissent pas du tout la médecine, c'est vraiment des choses pas très gratifiantes. En théorie, tu es censé examiner les patients, suivre la visite, réfléchir aux prises en charge, voilà, enfin, ça c'est la théorie. En pratique, l'externe c'est souvent le bouche-trou, c'est-à-dire que à l'hôpital il y a un manque de moyens. L'externe c'est à la fois il remplace la secrétaire, un coup il va faire du photocopiage et il va coller des biologies dans les dossiers, il va découper, le chef il te dit bah il faut que tu découpes ci comme ça, il faut que ce soit bien rangé. Et à la fin de ta matinée, bah, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait du brancardage, tu as fait du tri, du coloriage, et tu as peut-être vu un patient ou deux dans le meilleur des cas, mais tu n'as pas fait des choses très intéressantes. Et en plus, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, la médecine, d'extrêmement vaste, il y a beaucoup de choses à savoir. Et même quand tu es en 4e année, tu sais rien en fait. Et ça peut paraître bizarre de dire ça, mais tu as des connaissances de base, mais c'est tellement vaste le corps humain, et c'est pour ça qu'il y a toutes ces spécialités, ces surspécialités, des choses extrêmement pointues. En plus, à Paris, c'est peut-être un peu moins le cas, encore que dans les villes, voilà, la province, en tout cas dans les plus petites villes, mais à Paris, il y a peut-être, je sais pas, 15 hôpitaux, des centres qui sont extrêmement spécialisés, et donc toi, tu débarques, tu es externe, étudiants dans le service par exemple de greffe de moelle où ils vont faire une maladie particulière alors que tu as beaucoup de maladies, mais là tu tombes dans un centre extrêmement spécialisé, faut que je boive, extrêmement spécialisé, où tu vas avoir un seul type de pathologie avec toutes ces variantes. Et donc c'est même pas dans ton programme, tu n'as aucune idée de ce que c'est, et donc en fait tu es complètement perdu. Et donc et tu comprends rien à la visite, tu comprends rien à ce que disent les patients, tu te sens impuissant. Et ça, beaucoup d'externes qui le vivent, c'est-à-dire tu comprends pas très bien ce que tu fais là, tu te dis c'est nul ce que je fais, ça sert à rien. Souvent en plus, enfin c'est pas souvent, y a parfois des médecins qui sont pas sympas avec toi, ils te font bien comprendre que tu es nul et ça les amuse. Il y en a d'autres qui sont très gentils, mais ça c'est comme partout, il suffit que tu tombes sur un service où le chef c'est un mec méchant, un peu aigri, ou juste qui prennent plaisir à dire vous les externes vous êtes vraiment nuls. Et à ce moment-là, bah, tu te décourages un petit peu. En plus, tu es confronté à des choses difficiles, hein, c'est-à-dire la maladie, la mort, le sang, les gens qui pleurent, t'annoncent des maladies graves. Donc c'est pas toi qui le fais en 4e année, mais Pas être un fragile quoi. ouais, faut pas être un fragile. Là. Et quand maintenant, enfin, tu t'habitues, c'est comme tout, mais au début, ça te paraît quand même un peu choquant, quoi. Quand tu vois des gens qui sont très malades, tu vois des c'est difficile hein, quand tu vois des gens, notamment dans ce service de greffe de moelle, puisque j'ai abordé là-dessus. Tu vois des gens qui sont dans des chambres stériles, qui peuvent voir personne, enfin à part toi qui arrives, et quand tu arrives, tu mets une charlotte, une blouse, un masque, enfin t'es genre, tu sais, presque la combinaison Ebola où tu le touches avec un gant, le mec il te dit j'en peux plus, ça fait 100 jours, il a la diarrhée tout le temps, il a la peau qui se décolle, enfin c'est des trucs, c'est lourd quoi, tu vois, tu te dis la vie des gens
elle est difficile, donc ça peut te mettre un petit coup au moral. Et donc là, je continuais la muscu, et à un moment, tu vois, et puis la muscu, t'as deux versants. T'as le côté purement musculation, mais t'as aussi un petit peu tout ce qui va autour, et souvent c'est l'aspect un peu santé, et ça se voit que les deux se recoupent, parce que t'as pas trop dans les autres sports, les mecs qui font du foot, ça intéresse pas vraiment, enfin je veux pas caricaturer, mais ça intéresse pas à l'aspect santé, alors que la muscu, t'as l'impression que quand tu fais de la muscu, tu rentres aussi en même temps dans la case santé. Et les gens te disent toujours, ouais, mais il faut que tu fasses ça pour la santé, attention à tes vitamines, attention à tes apports, ta nutrition, tu vas choper un cancer dans 70 ans si tu bois du lait, enfin des trucs qui sont pas forcément délirants ou idiots, mais on n'en entend pas parler en dehors. On n'en entend pas parler en dehors. Et notamment, t'as vite fait, et ça c'est une petite critique que je vais faire, à écouter tout et n'importe quoi. T'as beaucoup de discours alarmistes. T'as beaucoup de gens qui disent la médecine naturelle, j'ai rien contre, mais des fois les gens vantent beaucoup trop de choses. Ah oui, prenez un supplément de ceci et vous allez vivre très longtemps, ça prévient le cancer, et tu peux vite rentrer dans une espèce de paranoïa du je vais être malade si je prends pas tous mes compléments, si je mange pas parfaitement équilibré. C'est un business en plus. C'est un business, exactement. Il y a des gens qui vivent de ça, et tu peux tomber, si tu écoutes ces gens qui te disent ah moi j'ai soigné le cancer chez une personne, et quand t'es un peu, tu vois, tu te dis merde, moi à l'hôpital je vois des gens qui meurent et tout, et lui il y arrive, et donc je m'étais un peu tourné vers les vitamines et tout ça. Pas forcément pas de stéroïdes. non, mais vraiment les gens, parce qu'il y en a qui te disent oui, tu fais une perfusion de vitamine C et tu vas, des trucs. Revivre, ouais, et en fait c'est jamais vérifié, et malheureusement c'est des charlatans, hein, il faut pas rentrer dedans. Il faut pas rentrer dedans, parce que le jour où il y a une molécule ou quelque chose, un traitement qui est miraculeux, croyez bien que ça va se savoir. À un moment, les gens vont parler. Les médecins sont pas des gens qui veulent cacher la vérité. Enfin, je vous garantis que quand vous êtes dans les services, votre but c'est de soigner les patients, et on fait tout ce qu'on peut pour. Donc, il y a pas, je dis pas qu'il n'y a pas de complot, et ça, on va dévier vraiment du sujet. Qu'il y a des choses, bien sûr que des affaires scandaleuses, il y en a eu dans les médicaments, mais c'est vraiment quelque chose. Pas aussi grosse ampleur. Des fois on dit oui, telle molécule vient d'être découverte, elle guérit le cancer à 100%. Non, ça si ça existait, il faut malheureusement pas croire au Père Noël. Et alors je vais boire un coup. Et donc voilà, quand tu arrives à ce moment-là, en plus les études sont quand même malgré tout difficiles, longues, tu travailles beaucoup, ta vie sociale est un peu moindre que quand tu vois des potes qui s'amusent, qui font voilà. Et arrivé à ce moment-là, donc c'était la 5e année, je me suis dit, en gros la médecine ça me saoule, je comprends pas ce que je fais là, tu écoutes. Ouais, et en plus je faisais beaucoup de muscu, et donc là je me suis mis à faire plus que de la muscu. C'est-à-dire la médecine, j'avais plus rien à faire. J'allais en stage mais vite fait, je m'entraînais le matin, des fois je retournais le soir, je révisais plus du tout. Donc là on va dire que c'était la période où vraiment j'étais rentré dans la muscu. Et j'avais lu des programmes genre d'entraînement 2 fois par jour, et ça a duré peut-être 1 an. Ça a duré 1 an où je m'entraînais vraiment à fond. Alors c'est vrai que j'avais eu plus de résultats forcément quand tu t'entraînes beaucoup, quand tu es vraiment à fond, quand tu dors, quand t'as plus aucune stimulation à côté qui te prend du temps, bah oui, tu progresses plus vite, ça c'est un fait. C'est pour ça on dit des fois la muscu c'est un sport de chômeur. Il y a du vrai. Si t'as le temps de t'entraîner, exactement. T'as le temps de t'entraîner, manger, dormir, bah voilà. Malgré le social est un frein au développement musculaire, mais après c'est là où quand on grandit, on se rend compte que la musculation n'est pas tout dans la vie. Exactement. Et qu'on est fait pour vivre à plusieurs. Et là on pourrait en parler pendant plusieurs heures encore. Mais donc voilà, il y a beaucoup d'externes, d'étudiants en médecine à qui ça arrive à un moment de se dire, c'est pour ça que souvent les gens redoublent 1 fois, 2 fois, parce que c'est long, parce que c'est difficile. Remise en question, il y en a plusieurs qui arrêtent. Clin d'œil à Adwearfit, Laura. Ouais. Donc, mais ça arrive, c'est normal. Et il faut pas se dire que c'est un échec. Voilà, c'est un échec ou quoi que ce soit. Et donc pendant 1 an, j'ai fait presque que de la muscu. J'étais content, j'avais beaucoup de temps, je vivais ma vie tranquille, pas de pression, j'allais à la salle, j'avais progressé physiquement, en performance. Et voilà. Et donc à un moment, effectivement, la muscu a pris le dessus. Parce que je pense que si j'avais pas eu la muscu, j'aurais peut-être pas fait ça, parce que j'aurais pas eu l'impression que l'herbe est plus verte qu'ailleurs, parce que oui, à ce moment-là, on arrive en 2012,
c'est juste pour situer le contexte. Et à ce moment-là commencent à venir quand même les réseaux sociaux un peu plus, c'est-à-dire c'est le début des premières chaînes YouTube. Enfin, avant YouTube, 2009, ça existait même pas. Hein, c'était 2008 YouTube, je crois. Ouais, enfin, ça existait. Pardon, ce que je veux dire, ça existait pas. C'est que t'avais un peu de musique, t'avais quelques vidéos, mais personne n'était sur YouTube, comme je pense que c'est beaucoup leur page d'accueil. Tu cherchais vite fait une vidéo, mais tu avais plutôt des interviews de la télé qui étaient retransmises sur upload sur YouTube. Aux États-Unis, tu en avais que ça a commencé à arriver, mais en France, tu avais quelques vidéos de musique, tu avais des caméras cachées ou des scènes filmées, genre machin s'est tabassé avec un autre, mais tu n'avais pas de ce format de vidéo explicative, ludique, comme c'est maintenant. Voilà. C'était quoi, 2011-2012, c'était... Ça commence à arriver. Scooby, Scott Herman Fitness, les Hodge Twins. Les Hodge Twins, comment il s'appelle, Elliot aussi, qui sont vieux. Elliot Hulse. Ça a commencé à arriver, donc je voyais ça et je me disais, putain, ces mecs, ils vivent grâce à la muscu. En gros, tu te remets en question, tu te dis, moi, qu'est-ce que je me fais chier, je vais à l'hosto, j'ai des journées ultra difficiles. Et tout ça enfin, c'est un peu comme la télé-réalité des fois, hein. Je pense que tu regardes ça et tu te dis merde, les mecs ils vivent à faire des conneries, ils sont payés pour vivre. Moi je suis vraiment con de me lever le matin, d'aller faire un travail qui est difficile pour un salaire de misère, et je pense que c'est une des parties pour lesquelles maintenant les gens, enfin, mais c'est pas la réalité en fait, c'est la réalité de certaines personnes, mais le fait des réseaux sociaux te l'expose. Et c'est ça qui est dangereux, enfin un peu dangereux quand même, parce que t'as l'impression, enfin tu penses que tout le monde vit comme une minorité de personnes. Ah oui, et puis il y avait Ziz aussi à cette époque. Et c'est vrai que on a tous, enfin tous ceux qui sont les vieux de la veille, hein, qui l'ont connu de son vivant. Je l'avais découvert en 2010, donc quand il commençait à peine sur bodybuilding.com à être connu. Et puis tu te dis, c'est ça la vie quoi, qu'est-ce que je me fais chier. Le mec il avoue, il prend des stéroïdes, il est énorme, il se fait pas chier à bouffer 6 fois par jour. Il se fait pas chier à bouffer 6 fois par jour. Il est sur chat roulette. Exactement, non mais c'est ça, c'est un physique de rêve, tout le monde qui l'admire. Tu te dis, moi je suis vraiment con, et donc moi je m'étais dit ça. Et mes parents ils avaient tiqué, ils avaient dit non mais qu'est-ce que tu vas faire, enfin en gros si t'arrêtes la médecine tu fais quoi, parce qu'en plus ils disent du striptease pour... Ah ouais. Guy Forfait et tout le monde. Alors, je crois pas qu'ils faisaient ça. Non, c'était pour les meufs, mais je sais. Mais genre comme à Paris, il y avait à l'époque le Latin Corner où les mecs, enfin, ce qui est plutôt pas mal. Hein, tant mieux ceux qui peuvent faire ça. En vrai. Qui a fermé maintenant. Qui a fermé, c'est trop d'abus. Et mes parents ils m'avaient dit non mais, enfin fiston, tu vas être médecin. Enfin, tu peux pas avoir. Tu sais quand l'œil de tes parents, ils voient le mec qui est 130 kilos de muscles et ils disent non mais ils réalisent tout de suite que c'est pas sain. Que c'est pas un avenir, et tu sais ils disent attends, enfin dans quoi ils s'inquiètent, dans quoi mon fils est en train de tomber quoi. Et ils ont réussi à t'encadrer du coup. Non, c'est pas eux qui m'ont encadré, ça je pense que quand ça t'arrive, il y a que toi-même à un moment qui réalise que c'est pas viable, mais au début t'y crois, et je me suis dit tiens je vais prendre des stéros, enfin je l'ai jamais fait mais tu sais tu te poses forcément la question, tu te dis bah enfin c'est ça, moi aussi je veux, et le mec qui te dit moi j'y ai jamais pensé, c'est un mytho, ce mec-là, vous pouvez d'emblée vous dire qu'il n'est pas honnête avec vous. Tout le monde y pense un jour. S'il n'y avait aucun effet secondaire, je pense qu'on serait tous chargés comme des mules, et moi le premier. Et s'il n'y avait pas l'aspect interdit et effet secondaire, pourquoi s'en priver en vrai? C'est toujours dans la vie une balance bénéfice-risque. Tu te dis qu'est-ce que je risque, qu'est-ce que je peux gagner, et tu fais ton choix. Et tu fais ton choix. Et je me rappelle la question de mes parents, ils m'avaient dit mais qu'est-ce que tu vas faire si tu arrêtes la médecine et que tu veux, ils m'ont dit tu vas faire du striptease comme l'autre, en pensant que j'allais répondre non. J'aurais dit bah ouais. Alors que en fait, non mais enfin tu te dis, parce que toi tu penses dans ta tête que ça va être quelque chose de génial. Tu te dis en gros je vais être payé pour faire de la muscu, je vais être payé pour montrer mon corps, et puis bon, et voilà. Et ensuite, donc qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui devait arriver arriva. J'ai redoublé mon année. On va faire la version courte, donc j'ai redoublé mon année, et c'est là où j'ai rencontré au début de l'année suivante ma copine, mais j'étais toujours un peu dans le délire muscu, hein, donc je sais qu'elle écoute les vidéos, donc bonjour à toi Camille. Et en fait, j'étais toujours un peu dans le délire muscu, et c'est con, mais en fait, je me suis dit, merde, en gros, à cette époque, je faisais rien de ma vie, hein, je faisais de la muscu, certes j'étais inscrit en fac de médecine, mais il n'y avait rien d'autre, et je m'étais dit, franchement, tu peux pas montrer à ta copine que t'es en gros une loque, parce que raisonnablement faire de la muscu quand tu veux même pas en faire ton métier, enfin pas que je veux pas en faire, dans ma tête je me dis ouais je vais faire ci, je vais faire ça,
mais c'était pas un projet concret, c'était juste une espèce de façon de passer le temps parce que c'est plus simple d'aller à la muscu que de se lever pour aller bosser, réviser et tout. Le piège avec ça, c'est que avec tes séances de musculation, c'est que tu as l'impression de réaliser quelque chose de ta journée. En fait. Alors que pas forcément, mais c'est sûr que tu ressors fatigué, tu ressors satisfait, ça t'a pris un bon moment dans ta journée, tu manges, tu es fatigué, mais je vois exactement. C'est ça, et même ça va pas, faut être réaliste, la vie c'est de travailler, je dis pas qu'il ne faut pas vivre d'autres choses, mais pour la plupart des gens c'est ça, et si vous avez une alternative, tant mieux, mais c'est pas la majorité des gens, quoi. Et donc je me suis dit, en gros, tu peux pas montrer à ta copine que t'es une loque, quoi. Et donc j'ai commencé, et au début c'était même pas vrai, et je crois que je lui ai dit, quand on se voyait au début le soir, et elle me disait, t'as fait quoi? Et j'avais dit, j'étais à la bibliothèque. Gros mytho, je faisais rien, j'étais à la salle de sport, mais j'avais quand même sorti mon sac. J'avais fait genre, j'avais mis 3 livres dedans. C'est mytho. Sauf que un jour, qu'est-ce qui m'a pris à force d'avoir ce sac, je me suis dit quand même, je vais y aller. Enfin, je vais essayer de vraiment aller à la bibliothèque, tu vois, genre si on se donne rendez-vous devant ou quoi. Et donc j'ai commencé à bosser. Et en fait, c'est là où j'ai repris. En fait, je me suis dit, ouais, tu peux pas montrer à ta meuf que t'es un loser, quoi. Enfin, si t'échoues ta médecine, quelle image tu vas lui donner? Elle va croire que t'es un nul. Et donc c'est là où j'ai recommencé à bosser, où je me suis remotivé donc grâce à elle. C'est intéressant. Ouais, donc grâce à elle. Donc la source de motivation finalement c'est à vous de la trouver. Moi tu vois c'était ça. Et encore une fois au début, pour ceux qui connaissent pas la médecine, à la fin de la 6e année, tu as le concours qu'on appelle le concours de l'internat ECN, épreuve nationale classante, qui est un concours où personne n'échoue, c'est-à-dire que tu as une place pour tout le monde, mais c'est un système de postes à trous. Tu es classé parmi tous les étudiants de médecine de France en 6e année, donc ça fait à peu près 8000-8500 personnes dans toute la France, et en fonction, tu choisis ta ville et ta spécialité. Donc le premier, il a tous les choix, il peut choisir partout en France n'importe quelle spécialité, et schématiquement, le dernier, il prend le poste qui reste, et donc il peut être amené à bouger. En rigolant, on dit souvent médecine générale à Limoges ou dans les coins perdus de France. J'espère qu'il y a personne qui écoute, mais c'est vrai qu'à Paris on te dit ça, et c'est vrai que tu te dis merde, je vais atterrir dans un coin perdu, à faire quelque chose qui me plaît pas forcément. Donc voilà. Donc faut que je me bouge. Mais bon, c'est vrai que c'est un concours qui est très sélectif. Il faut énormément bosser, et même, je fais juste une parenthèse. Pour la plupart des gens ne réalisent pas ce qu'il y a derrière le fait de bosser pour la médecine. C'est-à-dire que quand on dit je bosse toute la journée, c'est pas une vue de l'esprit, c'est vraiment tu te réveilles à 8h, à 9h tu es à la bibliothèque et tu finis à 8h, mais même 8h c'est tôt, t'en as qui bossent jusqu'à 22h, 23h et tous les jours de l'année, et tu es censé bosser, c'est parce que tu en as plusieurs, ils disent j'ai bien bossé ce week-end, j'ai fait 4 heures. Non, en médecine, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, je vais, pour ceux qui regardent, je vais amener ma pile de feuilles, le petit moment de merde du podcast. Ça c'est une pile de feuilles, donc je sais pas si vous voyez, il doit à peu près y avoir 2500 pages, c'est des 2500 pages d'exercices que j'ai fait en un an, c'est-à-dire c'est que des dossiers, des cas cliniques et des choses comme ça. Donc c'est vraiment énorme, et en un an quoi, c'est-à-dire que tout ça c'est ce que j'ai écrit, puisque j'écrivais pour réciter. Et comme ça, tu es sûr de travailler efficacement. Donc un jour, peut-être, je ferai une chronique sur comment bosser. Non, parce que c'est vrai que ça t'oblige à avoir une bonne méthode de travail. Mais voilà, pour que vous réalisiez un petit peu, c'est monstrueux. Et même les parents de ma copine, ils comprennent pas. Ils m'ont dit oui, mais bon, t'as ton concours. Mais en gros, ça c'est bon quoi. T'as bossé 2 heures, qu'est-ce qui nous fait chier quoi. Et bref, là, exactement. Donc fin de la parenthèse. Donc bosser pour médecine, c'est vrai c'est vraiment quelque chose de difficile, et pas qu'il n'y ait pas d'autres choses difficiles, les classes prépa et tout. Mais ça doit devenir ta priorité. Exactement. Pour réussir quoi. Tu peux pas alpha, comme on dit le truc, genre c'est pas possible quoi. Faut mettre tes priorités, et t'es obligé de te concentrer, et la muscu à ce moment-là c'est obligé de devenir quelque chose de secondaire. Donc effectivement pendant les 2 ans où j'ai préparé ce concours, tu peux le faire sur 3 ans, 2 ans, en gros tu commences quand tu veux, tu peux commencer dès la première année de médecine, mais à un moment faut pas s'épuiser, c'est toujours, on dit c'est un marathon, pas un sprint. Moi j'ai commencé de toute façon obligé,
puisque avant, tu peux pas rattraper le temps, donc voilà, j'ai redoublé. Donc 5e année, je me suis dit, je vais commencer à bosser. Et donc à ce moment-là, je pouvais plus m'entraîner autant. C'est-à-dire que tu es obligé de faire un choix et tu peux plus te consacrer à 100% à la muscu et manger autant que tu le voudrais, dormir autant que tu le voudrais, aller aux heures que tu veux. À un moment, c'est le travail qui doit primer et tu dois arriver à contourner ça. Donc, c'est-à-dire qu'en termes d'objectifs, tu peux plus faire des performances comme tu faisais avant. Pour donner un exemple, les séances de jambes, je faisais des grosses séances de jambes et après, j'étais crevé. Ouais. C'est-à-dire la séance de jambes où l'après-midi, tu n'as qu'une seule envie, c'est de faire la sieste. Ou si tu vas à la bibliothèque après avoir fait sa séance, tu dors sur la table. Donc ça, c'est plus possible. Et donc, tu es obligé de revoir ton entraînement, ça veut dire de faire moins lourd, moins épuisant nerveusement, moins de volume, et d'admettre que pendant une certaine période de ta vie, tu vas devoir faire des sacrifices. Mais de toute façon, la muscu, tous ceux qui font de la muscu ont fait des sacrifices sur autre chose de leur vie, puisque quand vous mangez de façon saine, vous mangez plus le McDo ou le plat cuisiné, puisque vous faites attention. Donc ces sacrifices que vous avez su faire pour la muscu, il va falloir les faire maintenant pour le boulot. Voilà, pour le boulot et pour la muscu elle-même. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et donc la muscu, c'est passé en fait de numéro 1 à peut-être à numéro 2, numéro 3 si on compte ma copine, mais voilà, moins important. J'ai chaud, j'ai esquivé le gros piège. Et donc passer à quelque chose de moins important. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir des objectifs quand vous allez à la salle. Mais ça veut dire que ça doit rester un créneau qui est fixé. C'est un créneau vous devez vous dire, voilà, la muscu c'est 1h30 par jour si on compte la douche, l'échauffement, etc. Et ça ne doit pas être quelque chose où tu vas te dire, ah mais bon, je vais y retourner un peu, je vais prolonger ma séance. Ou alors, il faut vraiment que ça soit secondaire. Vous pouvez bien sûr progresser pendant que vous faites vos séances de muscu, mais il faut être réaliste, vous ne pouvez plus passer autant de temps, faire votre cardio le soir, vous entraîner le matin. Non, à un moment, voilà. Moi, ce que je conseille aux gens qui me posent la question, je leur dis faites la muscu après, à la fin de la journée. Et moi, c'est ce que j'ai fait parce que malgré tout, pendant 2 ans, j'ai pas raté de séance. C'est-à-dire que je faisais toujours de la muscu, mais en termes de proportion que ça prenait dans ma tête et même sur ma journée, c'était beaucoup, beaucoup moins. Et contrairement à ce qu'on peut penser, faire du sport, c'est très bon pour, la stimulation intellectuelle, et 2, pour la gestion de l'emploi du temps. Parce que le piège, c'est que les gens qui ne font, entre guillemets, rien d'autre que la médecine, et je parle de la médecine parce que c'est ce que je connais, mais c'est valable dans n'importe quel... les gens qui n'ont pas de hobby à côté, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait que bosser. Sauf que quand tu fais que bosser, déjà c'est épuisant, t'as pas de choses qui vont te détendre, et la muscu, ça reste un hobby, ça reste quelque chose, un loisir. C'est un loisir. Et on peut en faire sans avoir d'objectif de performance, mais vraiment pour se vider la tête et se vider l'esprit, et pour le plaisir. C'est-à-dire, tu sors d'une séance, tu dis j'ai bien travaillé, tu es content de toi, c'est quelque chose de super important. Et donc garder cet aspect plaisir, et je sais plus ce que je disais juste avant, garder cet aspect, je sais plus ce que je disais, mince, qu'est-ce que... Tu parlais de ce que tu conseillerais. Ouais, et voilà, et de le faire le soir, et donc de ne pas arrêter. Parce que l'idée, c'est de vous dire, en gros, si je veux aller à la muscu le soir, en gros, faire ma séance, en sachant que c'est pas la priorité, il faut que j'ai fini ce que j'ai à faire avant. Et donc, tu vas travailler beaucoup plus efficacement. Et ces gens qui me faisaient, que ce soit la muscu ou la danse, ou en tout cas autre chose, pour se vider la tête, c'est-à-dire que les gens qui se disent, moi, je vais me focus, je vais faire plus que ça pendant 2 ans, souvent, certes, ils travaillaient beaucoup en termes d'horaire, mais comme on dit, tu gobes les mouches. Si t'as pas cette idée finalement que le but c'est pas de travailler plus en termes d'horaire, mais c'est d'être efficace. Qualité. Donc exactement, c'est la qualité. Comme à la salle de sport, on voit des mecs, et je dois en faire partie de temps en temps, où tu restes 3 heures et à la fin en fait t'as fait que parler, et t'en as d'autres, ils viennent 1 heure et ils sont ultra dans leur truc, ils ont poussé et voilà. Donc le temps c'est pas quelque chose, c'est pas un indicateur ni de qualité ni de ce que t'as fait, c'est vraiment l'efficacité. Et pour le travail c'est la même chose. Il vaut mieux faire 2 heures très concentrées que la même chose en 4 heures. Parce qu'en plus, ensuite, ça va vous libérer du temps, vous allez être content de vous parce que vous dites j'ai bien bossé. Et donc, c'est vraiment quelque chose que je conseille, c'est de prioriser les choses, de faire des compartimentations. Donc, moi, je savais que tous les soirs à 20h, il y avait ma séance de sport. Et donc, il fallait que j'ai fini mon travail
avant 20h. Donc concrètement, il fallait que je sois efficace, il fallait pas que je me réveille et que je gobe les mouches comme on dit. Sinon, tu n'auras pas le temps et ça va empiéter. Sinon, j'aurais pas le temps et en gros, si j'avais pas le temps, j'avais tous les jours un objectif de temps parce que si je faisais pas ma séance de muscu, j'étais pas content et donc j'ai toujours fait. J'ai toujours réussi à rester. Alors, toujours, c'est bien sûr, il y a des jours où tu es moins efficace que d'autres. Hein. Il y a des jours où voilà, j'y allais quand même, mais dans ta tête, ça te donne un objectif qui est à court terme, contrairement à l'objectif à long terme, parce que oui, tu sais que dans 2 ans, tu as le concours, mais 2 ans avant, tu te dis, bon, super, c'est comme, tu as dû le voir, hein, plus tu approches de la compétition et plus tu es dans ton truc, et plus tu sais que comme tu vas être jugé bientôt, il va falloir que tu donnes le meilleur de toi-même, et donc tu as le plus envie de continuer ton cardio, de faire des bonnes séances. C'est pareil, 2 ans avant, tu sais que tu as la compète, mais tu te dis bon le petit burger, vas-y, je m'en fous, c'est dans 2 ans, il sera éliminé d'ici là. Sauf que petit bout par petit bout, c'est comme si tous les jours tu manges un burger en te disant il sera éliminé d'ici là. À la fin de 2 ans, ça te fait 700 et quelques burgers, et si tu les mets tous d'un coup, ça fait énorme. Donc malgré tout, des petits bouts chaque jour vont faire de grandes choses à la fin. Donc du coup, ce qui est bien, c'est que pour plus ou moins répondre à cette fameuse question, comment tu as réussi, comment tu fais, je sais pas comment tu fais, c'est généralement ce qui revient. Au final, la garder, cette activité, donc ça peut être une fois de plus autre chose que du body, hein, ça peut être de l'escrime ou je ne sais quoi. Même votre footing. Hein, ça t'a permis de maintenir cet équilibre et de continuer à être en médecine à l'heure actuelle et de continuer à faire justement cette activité. Elle a été bénéfique dans ton temps. Sur le long terme, une fois de plus, c'est ce qui t'a permis de tenir, tout simplement parce que tu t'es organisé, tu as revu tes priorités, tu as regardé le long terme, et d'après ce qu'on vient de voir, c'est grâce à tout ça que tu es là où tu es aujourd'hui, au final, donc encore présent dans ces deux activités. Probablement. Hein. Probablement. Et puis même, en fait, il y a aussi l'autre chose, c'est que tu expérimentes différentes choses. Tu expérimentes de t'entraîner moins, tu expérimentes d'avoir un planning un petit peu différent, parce que ce que j'imaginais, c'est comme quand on dit qu'il faut manger toutes les 3 heures, t'oses pas le faire si t'es obsessionnel, parce que tu te dis mais même si je le fais pas une fois, ou même pendant 2 jours, c'est pour ça que t'as peur d'aller en week-end, t'as peur d'aller en vacances, tu te dis merde, je vais manquer de bouffe, je vais cataboliser, et c'est rigolo, mais c'est vraiment ce qui se passe dans ta tête, et tu te dis, et le jour où tu es obligé de le faire, en fait, tu vas te rendre compte que finalement, certes, c'est peut-être un petit peu moins bien, mais qu'au final, ça compte pas tant que ça. C'est ça, sur la big picture, une fois de plus, c'est que dalle, quoi. Et à la fin, au bout de 3 mois, tu dis, certes, j'ai moins progressé, mais en fait, c'est pas catastrophique, quoi, tu progresses quand même, t'as quand même des bons résultats, et après, tu te dis, finalement, est-ce que ça valait le coup en termes de la big picture, donc l'équilibre de vie, est-ce que ça vaut le coup de mettre autant de choses dans la muscu si c'est pas ton boulot, si t'as pas d'objectif et c'est ça la vraie question, c'est finalement certes tu progresseras toujours mieux si t'es ultra réglé en muscu. Maintenant, célibataire, quoi. Voilà, c'est sûr, mais après est-ce qu'il faut quitter son boulot, il faut quitter sa copine pour faire de la muscu? C'est pas sûr, quoi. Surtout pour une fausse croyance que la performance elle va naître de là. C'est certes si t'es à 100% en étant ultra focus, super, mais maintenant si t'es à 85% en étant moins focus mais en faisant beaucoup d'autres choses de ta vie, est-ce que c'est finalement pas mieux, ou en tout cas est-ce que ça vaut les 15%? Et ça, c'est à chacun de faire son choix. Mais il faut être conscient que, comme dans tout dans la vie, et ça c'est souvent ce que disent les gens qui font des livres, comment réussir, comment ceci, cela, c'est qu'on dit, je sais plus exactement, mais on dit que tu as 20% des efforts qui font 80 ou 90% des résultats. C'est-à-dire qu'au final, après tout ce que tu vas mettre en plus, ça va être entre guillemets le bonus, quoi. Donc effectivement, le Usain Bolt ou l'athlète professionnel, s'il veut gagner les Jeux Olympiques, il faut qu'il mette 100%, parce que 20% à haut niveau, où c'est énorme. Et que si tu le fais pas, t'as des gens qui vont te passer devant. Donc c'est pour ça qu'en médecine, il faut bosser comme un acharné, parce que si tout ce que toi tu fais pas, c'est un concours, et c'est un concours. Voilà, c'est un concours. Maintenant, en muscu, c'est peut-être valable aussi, mais est-ce que ça va changer quelque chose? Partant du principe, je pense que 99,9% des gens qui font de la musculation ne font pas de compétition. C'est ça. Je pense qu'on peut on peut généraliser et dire que ce n'est pas une compétition et que, une fois de plus, c'est pas forcément ça qui va. C'est propre à chacun une fois de plus, mais c'est pas forcément ça qui va t'apporter ce que tu recherches. Et
je veux pas m'étaler là-dessus parce qu'une fois de plus, c'est propre à chacun. Si ce qui vous rend heureux, c'est d'être à 100% et ce toute votre vie, et ben parfait, genre, on est super content. Ouais, encore qu'il faut être sûr que ce soit vraiment ce que vous vouliez. Encore qu'il Et faut que ce soit pas une espèce de façon de se protéger en se disant je fais ça, il n'y a que l'expérience et les amis qui vont faire que. Mais bon, bref. Mais oui. Tout ça, c'est un peu, en un mot, c'est le lâcher prise sur la muscu, quoi. Il faut savoir se dire que c'est pas une fin en soi. Ce qui est intéressant dans ce podcast, en tout cas, et pour moi également, c'est de me rendre compte que j'ai le même background que PM et que comment on pourrait dire, ce no pain no gain, whatever it take, 6 à 8 000 par jour, là, Rick Piana, on y est tous, Eric Pay, on y est tous passés et que maintenant, on peut remarquer que toute personne avec un certain nombre d'années derrière lui que chaque personne se reconnaît, en tout cas qu'en gros on reconnaît avoir fait les mêmes erreurs et que on a la même vision de la musculation, que ce soit notre métier, que ce soit la passion ou quoi que ce soit, on est exactement au même niveau, c'est-à-dire qu'on relativise pas mal l'activité vis-à-vis de notre vie et on place les choses là où, pour nous, pour notre bien-être en tout cas, il faut qu'elles soient placées, quoi. Et c'est intéressant de voir ça. Et une fois plus, je notais que PM est en médecine et sa passion c'est le bodybuilding. Moi je travaille sur internet et je suis bodybuilder, donc certains pourront dire que c'est mon métier, j'imagine, mais j'ai placé la musculation exactement au même endroit que PM dans ma vie. La musculation n'est pas mon objectif numéro 1, mon but numéro 1 c'est pas devenir le plus musclé possible, c'est tout simplement de réussir ma vie. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être heureux, ça veut dire me développer, ça veut dire fonder une famille, etc., etc., etc. Et ce qui va par contre faire que je vais réussir à être heureux, à fonder une famille, donc du coup à me sentir bien et vivre avec une personne que j'aime bien, c'est pour moi pratiquer cette activité qui fait que je me sens bien. Tout est relié, mais c'est vrai qu'au début, c'est pour ça que si vous commencez et que vous reconnaissez dans notre discours vis-à-vis de nos années, pensez à ce long terme et pensez que vous n'êtes pas seul là-dedans à être une tête brûlée et à vivre que de la musculation et que probablement votre vision va changer, en tout cas se détendre, se relaxer et que vous soyez à 100% maintenant ou à 85% sur le long terme, c'est-à-dire dans 5 ans on va dire, ce sera exactement la même chose, et ou même peut-être en faveur du 85%, sachant que ces 15% que vous avez relâchés, vous allez les consacrer à autre chose, cette autre chose qui sera peut-être bénéfique à votre santé mentale ou santé tout court, et qui va vous permettre soit de continuer, soit juste de vivre. Donc c'est vrai que avoir trop serré la vis au début, mais ça c'est une erreur de débutant, on l'a tous fait. C'est bien aussi. C'est bien aussi, effectivement, c'est une expérience, et on n'aurait pas ce discours si on n'avait pas vécu, donc vous n'êtes pas seul. De toute façon, tu es obligé quand tu commences, je pense que tu es obligé à un moment de tout donner parce que c'est une activité nouvelle et c'est difficile. Et à un moment, c'est toujours pareil, c'est la surcompensation, c'est quand tu fais rien du tout, d'un coup tu fais beaucoup de choses, et ça c'est visible partout. Partout, ouais. C'est quand tu commences une activité, tu es plein d'enthousiasme, tu te dis vas-y, super, sauf que au bout d'un moment, en fait, tu t'épuises et du coup tu dis je vais arrêter, donc là tu sous-compenses, c'est un peu la courbe d'équilibre, quoi. Au début tu es beaucoup au-dessus par rapport à la ligne de base, tu es vraiment au-dessus. Et ensuite d'un jour tu te dis putain, les gens ils me disent je suis asocial et tout, vas-y c'est vrai, ils ont pas tort, je vais faire comme tout le monde. Et là d'un coup t'arrêtes de bouffer, tu te dis je vais faire n'importe quoi, YOLO, burger, sortie, et tu continues de t'entraîner et là tu sous-compenses. Et là tu te dis ouais quand même c'est un peu bas et tout, je suis devenu gras quand même beaucoup, mes perfs elles ont baissé. Et tu retrouves tu retrouves plus ou moins, mais avant tu surcompenses encore un peu. Et la courbe elle est comme ça, et puis à la fin tu arrives à t'équilibrer, à trouver ton juste milieu. Mais ça, même si les gens veulent des résultats tout de suite, et ça vient avec l'expérience, et ça, aucune vidéo YouTube, c'est vraiment personnel, et c'est le chemin, quoi. C'est le chemin. Et je vais juste rebondir sur ce que tu as dit, Lucas. Au final, tu dis l'objectif c'est d'être heureux, et tu as raison. La muscu, même pour toi qui on pourrait penser de l'extérieur que c'est ta vie, puisque maintenant tu vis de ça, tu as fait des études pour être coach, je sais pas comment on appelle ça, coach sportif ou personal trainer. Maintenant tu as ta chaîne YouTube, tes projets sont centrés autour de la muscu, mais c'est intéressant de quand même faire ce parallèle, c'est que ton objectif
même si ça peut le paraître, c'est pas d'être super musclé. Ton objectif numéro 1, c'est pas d'être bodybuilder. Ton objectif numéro 1, c'est comme tu as dit, de vivre heureux. Je suppose de gagner ta vie grâce à ce sport, mais c'est grâce à ce sport qui est important. Donc pour toi, ton physique va forcément être un petit peu, pas une vitrine, c'est pas ce que je veux dire, mais ce que tu fais autour de la muscu impacte quand même ton activité professionnelle. Donc ça reste important et c'est comme les gens qui sont mannequins fitness. Eux, leur vie dépend de leur image et donc forcément il faut qu'ils soient au top tout le temps. Mais je pense que s'ils pouvaient ne pas l'être, je pense que la plupart, vous leur demandez, ils disent j'en ai marre. Quoi. Si je pouvais bouffer normalement, je le ferais et cela c'est pas par nécessité, c'est pas par envie qu'ils mangent ultra carré, qu'ils s'entraînent tout le temps, mais c'est parce que c'est le boulot. Et donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et si vous avez envie de vivre de la muscu, du bodybuilding, c'est super. Tout le monde n'y arrivera pas parce qu'à un moment, les places entre guillemets sont limitées. Hein. Il faut soit avoir un physique exceptionnel, soit trouver son créneau. Mais c'est pas évident. Et rapidement, je pense que vous allez le voir si vous n'êtes pas doué génétiquement et que vous êtes pas entre guillemets bien foutu, que ça vient pas vite. N'espérez pas avoir une carrière dans le bodybuilding ou dans le mannequinat fitness. C'est à Paris illusoire. Et c'est pour ça, il faut pas être déraisonnable et il faut garder ses priorités professionnelles en comprenant bien que la muscu c'est un loisir, sauf pour les rares qui peuvent en vivre. Et encore une fois, le mot c'est rare, il y a très peu de personnes, il y a peut-être 1 million de personnes qui font de la muscu en France, j'en sais rien. Combien qui en vivent? Je pense que qui en vivent vraiment, hein. Ça ne veut pas dire être sponsorisé by je sais pas quelle marque avec le code le doc 10 pour avoir 10%, ça c'est pas un sponsor, ça c'est pas vivre de ça. Non, si on parle de vivre, je pense qu'on un salaire doit de la main, même pas si je dis pas de bêtises. Ça dépend où on place la barre du salaire ou du revenu, mais on va dire que voilà, peut-être 100 personnes, sans compter les gens qui ont des marques de compléments alimentaires, on parle vraiment des gens qui font de la muscu. Et dont le business dépend de leur poussage, de leur activité à la salle, donc de leur physique. Je vois peut-être 5 c'est dur peut-être, mais ça m'étonnerait pas que ce soit aux alentours de 5-6 personnes. Ça dépend une fois plus. Moi je mettrais ça plus haut, mais qui sera le sujet peut-être dans le prochain podcast, parce que c'est intéressant de différencier les profils ou même les activités, c'est-à-dire bodybuilding, musculation, fitness. C'est 3 choses complètement différentes, donc c'est pour ça qu'on n'est pas d'accord tout de suite sur ce total. Et que moi, les bodybuilders, je les ai bien en tête, et les gens qui font du fitness, ou en tout cas juste ce wellness, on va dire, c'est un autre type, et ça marche très très bien sur Instagram, donc du coup, eux, ils peuvent en vivre probablement. Mais c'est vrai que les bodybuilders, là, j'ai aucun nom qui vient en tête, si je dis pas de bêtises. Tu pensais bodybuilder pur? C'est ça, ouais. Moi, je pensais à plus tous ceux qui ont dépassé qui font certaines vidéos YouTube, genre Thibaut Inchep, ceux qui ont beaucoup d'abonnés sur YouTube. Ouais, donc il y a plusieurs profils, c'est pour ça. C'est pour ça peut-être qu'on n'est pas pareil. Oui, moi je parlais pas bodybuilder pur. Sinon effectivement c'est encore moins. Et pour rester dans le sujet de ce podcast, on a fait péter l'heure, hein, on est à 1h10, j'espère que vous êtes toujours avec nous. Si vous êtes toujours avec nous, je vous invite à laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on va dire le doc? On va dire Nutrimuscle. Si vous êtes encore sur le podcast à 1h10, je vous invite à lâcher un Nutrimuscle en bas et vous aurez un gros like de notre part pour nous avoir écouté pendant 1h15, 1h15 à la fin de ce podcast probablement. J'espère que l'histoire de PM... Encore, elle n'est pas finie, on s'est arrêté à la 6e année. Elle n'est pas complètement terminée, effectivement. Mais ce qui est intéressant d'en sortir, ce qui en ressort, et ce qui est intéressant, c'est que cette fameuse question qu'on lui pose tout le temps, c'est comment tu fais, comment c'est possible, blablabla. Au final, tu le retournes un peu à l'inverse, ce serait plutôt toi qui te demanderais comment vous faites sans cette activité, sans une activité pour durer sur le long terme. Au final, la musculation t'a permis de tenir jusqu'à maintenant et plein d'années, je te le souhaite en tout cas. Donc c'est super intéressant d'avoir eu ce point de vue et cette histoire. Et avec PM, je sais pas comment ça va se dérouler, mais c'est vrai que PM est très actif sur le podcast de Tony Aiki de Share Fitness, et peut-être qu'on gardera une rubrique que sur ce podcast pour discuter, parce qu'on en a déjà un de prévu peut-être dans le mois concernant la théorie et la pratique, et justement on y est venu un peu de temps en temps dans ce podcast, donc c'était plutôt intéressant, et c'est un peu le petit appetizer pour ce podcast. Et à la base, on avait fait une liste de thèmes, de FAQ, en tout cas les trucs qui reviennent souvent.
Pour vous donner une petit aperçu, c'est souvent le lourd léger. On a l'impression quand on lit les commentaires, il y en a certains qui l'ont très bien compris, mais d'autres qui ne comprennent pas. Ou même là, le truc qui est revenu super souvent, c'était dans notre dernière vidéo, comment elle s'appelle, l'isolation. Ouais. Ils disent qu'il faut faire des cycles de progression sur les élévations latérales. Genre en gros, c'est de débile quoi. Ouais. Et donc, vas-y, Clément, les élévations latérales à 24 kg, genre. On va en parler quand même parce qu'il y a des choses à dire. Et donc, ouais, une fois de plus, vous voyez, on a gavé de sujets et c'est plutôt cool. Et ce qui est bien, c'est qu'en musculation, il y a toujours des questions, il y a toujours des questions. Et on trouve jamais, il n'y a pas de réponse fixe, donc du coup, on peut toujours débattre. Et ce qu'on dit, c'est que quand on trouve une réponse, ça provoque 10 autres questions. Donc c'est super intéressant. Et c'est pour ça qu'on est là avec ce podcast pour échanger avec vous. Alors, attends, moi, je vais juste faire 2 minutes de plus sur le podcast. Je voulais juste finir avec quelque chose que je voulais raconter. Et dans la dernière partie quand j'ai baissé mon entraînement pour le concours, à la toute fin, t'es anémique, t'as bu le soleil depuis 6 mois, j'ai réduit vraiment mon entraînement. C'est la seule période, peut-être 3 mois avant le concours, où j'ai baissé mon nombre de séances parce que j'avais trop de choses à faire et même dans ta tête, c'est vraiment à fond pour le concours, tu vis plus que pour ça. Et je suis passé de 5 entraînements par semaine à 3 entraînements par semaine et surtout j'étais un peu fatigué et tout. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis dit vas-y, je vais à la salle, je vais juste faire du maintien pendant 3 mois. Et donc j'allais à la salle, ma séance entre guillemets de jambes, je faisais soulevé de terre, genre 5 séries de soulevé de terre. Et puis basta, je rentrais chez moi, une demi-heure de séance, c'était vraiment le nickel. L'arrivée, séance de dos, traction, boum, séance de pec, développé couché ou équivalent haltère. Et je pensais vraiment que j'allais maintenir. Même pas maintenir, en fait je m'étais dit je fais tellement peu que c'est pas possible, je vais pas maintenir. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Alors certes, physiquement, c'est ce qu'on raconte, hein, le volume c'est le bodybuilding. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai entre guillemets dégonflé. Shrinké. Donc voilà, au bout d'un mois, je vais pas dire que mais j'avais peut-être perdu 2 kilos, j'étais beaucoup moins plein, j'avais plus déjà pas beaucoup à l'époque, mais un peu moins. Enfin physiquement en tout cas, il y avait une grosse différence. Mais par contre, qu'est-ce qui s'est passé ? Et ça, j'ai jamais pensé que ça allait pouvoir arriver. J'ai gagné en force. Un truc de fou. C'est-à-dire que j'arrivais au soulevé de terre, j'avais l'impression que j'étais à fond, super fort, parce qu'en fait, je faisais plus rien. C'est-à-dire que fini les séries de leg curl, les fentes qui t'épuisent, le squat, le volume, en fait, c'est un truc qui bousille votre force. Et c'est ça qui fait que le body et le power, c'est totalement opposé. Oui, l'assisement. Exactement. Et je vais conclure sur ça. Et donc, j'ai commencé à faire des bonnes barres au soulevé de terre, alors que j'y croyais même pas. Enfin, j'arrivais, j'étais frais, l'impression que la barre elle était légère. C'était pareil. Et toutes les semaines, je progressais. Alors que j'en faisais beaucoup moins. Je m'entraînais un jour tous les 3 jours. Et donc, c'est aussi en faisant ça que parfois on expérimente des choses et qu'on voit qu'il y a 2 choses qui marchent. Voilà, j'ai 2 minutes de. Non, c'était cool d'avoir cette input pour terminer. Je vois que YouTube va pas tarder à nous lâcher parce que la batterie de ma caméra est bientôt morte, donc on va terminer là-dessus. Le doc, donc Paul Mathieu, on peut le retrouver sur plusieurs réseaux qui seront bien sûr en description de la vidéo, mais si vous êtes sur SoundCloud, vous avez juste à taper Dr Miaous, Dr Miaous sur Instagram, et il n'a pas de chaîne YouTube, mais comme je vous ai dit, il est très actif avec sa chronique du doc sur le chien errant du feed game. Il y en a un qui m'a même dit dans les commentaires, il m'a fait beaucoup rire, il m'a dit le doc c'est les youtubeurs qui se le font tourner comme une pute. Cute. Et donc du coup vous pouvez le retrouver bien sûr sur notre série Que dit la science sur la chaîne YouTube, à mon nom bien sûr, et vous pouvez le retrouver sur la chaîne d'Aki, Cher Fitness. Donc tout ça sera en description de la vidéo, mais si vous êtes sur SoundCloud, tapez Cher Fitness, les chroniques du doc, vous le trouverez directement sur YouTube. Merci PM, 1h15, c'est mon 1h15, ouais, c'est mon record pour un podcast, pour ce deuxième podcast. Le record sur 2 podcasts. Le record sur 2 podcasts, hein, champion on de a France. battu Nassim. Et je vous dis à très bientôt en tout cas pour un bientôt podcast. Merci de nous avoir rejoints pendant cette heure. Plus, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire et à partager ce podcast. Il y en a plein d'autres qui arrivent cette année. Je vais vraiment dédier cette année 2018 à faire grandir ce podcast pour pouvoir échanger et vous faire découvrir un grand nombre de profils. Merci à tous une fois de plus. Doc, on se voit bientôt. Ouais, merci à tous de nous avoir écoutés et puis à la prochaine, je sais pas sur quoi. Que dit la science ? Que dit la science ou les chroniques du doc sur Instagram ou à la salle de sport. Pourquoi pas. Salut. Allez, ciao, peace out. Un petit cadeau pour YouTube.
Si j'ai pas coupé le son, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. J'espère que vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à nous dire un peu si ce format vous plaît toujours autant. J'espère que avec la caméra, j'ai réussi à pas faire trop de bêtises parce que effectivement, c'est dur de relier un peu le son du micro et des images. Mais normalement, vous avez eu quelque chose de plutôt clean pour ce deuxième podcast, ce For Honor Radio. Le montage.